je suis Mayolek et je suis Disneyphile. J'aime beaucoup Angela Lansbury. Elle a un très joli chant, elle a su se créer son personnage télévisuel iconique propre et elle dégage une vraie douceur et sincérité dans son jeu. Ça a toujours été un peu l'attente que je rêvais d'avoir. Et vous savez qui j'aime d'autre? David Tomlinson. Bon, je connais moins sa carrière, mais il a su grandement me marquer avec ses rôles iconiques dans Mary Poppins et Un amour de coccinelle. Que du Disney donc. C'était un vrai accro. Donc on pourrait croire que regrouper ces deux acteurs dans un film serait une rencontre de rêve. Mais le résultat n'a pas été à la hauteur de mes espérances. En fait, L'Apprentie sorcière est assez inepte sur pas mal de points. On sent clairement que ça voulait poursuivre la même veine que Mary Poppins 7 ans après, mais pour la majorité, ça n'a vraiment été que de la reprise superficielle d'éléments qui marchaient. En tout cas pour moi. Et on va voir à quel point ce ballet peine à décoller. En avant pour L'Apprentie sorcière. L'intro nous montre des images folkloriques qui n'ont rien à voir avec l'intrigue qu'on va suivre, et on voit l'Angleterre en plein début de Deuxième Guerre. Fallait effacer les panneaux au cas où les nazis s'amèneraient. Je ne suis pas un nazi, je suis un officier britannique. Ah, c'est justement ce que vous diriez si vous étiez un nazi. Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes un officier anglais? Est-ce que c'est fait en parallèle de la 7ème compagnie chez les Rosebif? J'espère qu'on aura un caméo de Jean Lefebvre. Sérieusement, on passe plusieurs minutes à appuyer que l'armée est là, avec un ton à la limite de Papa Schultz. Ah, je suis impatient de voir leur contribution dans le scénario à venir. Bon, notre héroïne finit par arriver sur sa moto qui carbure à la kryptonite. Malgré la couleur, ça a pas l'air très écolo tout ça. Et Glantine Price reçoit régulièrement des colis d'un certain professeur. Le professeur Brown vous a envoyé un chat la dernière fois, n'est-ce pas? Ah, la bonne époque où les organismes de défense des animaux ne vous faisaient pas chier. Et Glantine ne va pas avoir que ça comme colis à emporter par contre, car, temps de guerre oblige, elle est sollicitée pour héberger des orphelins chez elle. Oh, je suis désolée, mais il ne saurait en être question. Je suis allergique aux enfants. Oh, tout le monde l'est un peu dernièrement. Ça se voit tout de suite, Miss. On met les voiles et on rentre à Londres. Chic alors. Ouais, retournons là où il y a le plus de bombardements, ça va être trop cool. Elle accepte cette obligation gouvernementale à contre-cœur et amène les petits chez elle. Une chance qu'elle ait ce grand siège passager. Dites-moi, est-ce que je pourrais passer vous voir aujourd'hui après le déjeuner? Pourquoi? Vous ne pensez donc pas au salut de leur âme? Ok les enfants, faisons le décompte de tous les persos inutiles du film. Ça va être fun. On a les militaires du coin qui ne joueront aucun rôle avant l'épilogue et le prêt-arriviste qui essaye de séduire l'héroïne dans des scènes chiantes totalement indispensables. Ouais, je vous saute ça, mais ça représente 3-4 minutes de rien pas drôle éparpillé sur tout le truc. Allez-vous le remplacer? Au sein de l'armée, je veux dire. Hélas. Oh, si seulement je pouvais. Ma pneumonie, bien sûr. Super poilade. Les enfants se rendent donc à la grande maison de campagne. Mon Dieu, vous êtes vraiment des petites lopettes. Du calme. Il doit sentir que vous avez peur. Comment il s'appelle, votre chat? Je ne comprends pas qu'on donne des noms ridicules aux animaux. Celui-ci s'appelle Choléra Cosmique, c'est le nom qu'il avait quand je l'ai reçu. Ha ha, c'est drôle. Repas du soir à 6h. Vous vous laverez à fond. Oh zut! Je vous préviens, si vous n'êtes pas lavé soigneusement, vous ne dînerez pas. Est-ce assez clair? Le château des supplices. Voilà où on vient de tomber. Devoir se laver pour manger. Ah, quelle torture. Et puis regardez, beurre, qu'on a des légumes chelous à dîner. Je veux un steak frites. Oui, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai un léger problème avec la relation héroïne-enfant du film. La dynamique entre eux est super quelconque, les jeunes acteurs sont très moyens, et les rares moments de vrai développement, c'est presque juste des informations qu'on nous balance comme ça. Il y a 3 nuits, les bombes se faisaient menaçantes. J'ai emmené Charlie et Paul dans le métro pour dormir. Tante Bessie travaillait tard. Elle est rentrée à peu près en même temps qu'une de leurs bombes. Ok, si tous vos proches de là-bas sont morts, pourquoi vous tenez tant à y retourner? Alors que la nuit tombe et que les mioches prévoient de fuguer pour retourner à leur cher Londres, où ils n'ont donc plus aucune attache et où les bombes tombent encore, ce serait vraiment cool d'expliquer pourquoi ils veulent faire ça film. Et Glantine est toute excitée d'essayer le balai magique qu'elle a reçu. Oui, ce film s'appelle L'Apprentie sorcière, c'est pas une grande surprise. Et après 3 minutes à faire l'andouille... Je n'étais pas encore prête. Oh,
Remplissage, remplissage. Elle s'envole, elle s'envole, elle s'envole. Vous deviez être très fier de cet effet sur fond vert à l'époque. Regardez! Qu'est-ce que t'as vu? Michael, regarde! Je peux concéder ça à ce film, il me donne envie de revoir Mary Poppins. Comment elle arrive à faire ça? C'est une sorcière, pardi, c'est des trucs que font toutes les sorcières. Oh! Ah, si tu le dis, c'est que c'est pas si exceptionnel alors. Elle finit par se casser la gueule. On y va, c'est le moment ou jamais de partir. Elle s'est peut-être cassé quelque chose. Tu rigoles. Une sorcière ne se cache jamais rien. Je le sais, je suis un expert. Attends, laisse-moi réfléchir une minute. Il décide d'essayer de la faire chanter en menaçant de dévoiler son secret. On dira rien, seulement faudrait qu'il y ait quelques changements dans le coin. Charlie, laisse causer les hommes. J'en connais un qui a des problèmes de virilité. Ce sera tout si vous me donnez de l'oseille. De l'oseille? De l'argent, des billets, du fric. Du pèse, du flouze, de la thune, des pépettes. Vas-y, à boule mamie, sinon je te connie ta race. Bon, il a ce qu'il attend. Ouais, vieux film. Il se fait chasser par le chat avant de comprendre à peine sa leçon et Églantine partage un peu sa situation avec tout le monde. On aurait pu passer directement à ça sans cette perte de temps, mais ça a l'air d'être un thème récurrent du film. Si seulement je pouvais vous faire confiance, c'est que je fais un travail d'une telle importance en vue de la victoire. Quoi? Je ne suis qu'à les premiers échelons pour que Disney obtienne la mainmise sur le monde. Elle les amadoue en enchantant leurs boutons de lit afin qu'ils leur permettent de voyager instantanément où bon leur semble. Ça paraît très spécifique comme ça, mais en vérité c'est très large dans les possibilités. Est-ce que l'un de vous aurait un bracelet ou une bague ou un objet qu'on tourne aisément? Est-ce que si ça avait été la poignée de la porte principale, toute la maison aurait pu se téléporter? Juste après ça, elle reçoit une lettre de son professeur qui a dû fermer son école de magie. Nous avons été contraints de fermer notre école de sorcellerie. En conséquence, nous ne pourrons vous envoyer la dernière leçon qui semblait tant vous intéresser. Ça tombe bien qu'on ait mis en place un pouvoir bien pratique de téléportation une minute avant. Je dois aller immédiatement à Londres voir le professeur Brown. Avec cet homme, je pense pouvoir mener promptement cette guerre à une issue victorieuse. Ouais, elle compte sur un sort pour stopper la Seconde Guerre mondiale. On voit les choses en grand, donc faisons nos affaires, on a un lit à prendre. Sans moi. J'ai aucune envie qu'on me mêle à cette affaire. Je ne tiens pas du tout à avoir l'air d'une pauvre cloche. Je veux pas me taper la honte sur un lit magique, moi. Vous m'avez pris pour Little Nemo. Ça amène sans doute le seul moment touchant entre ceux-là. Tu passes l'âge de tes beaux rêves, puisqu'en toi-même le rêve est mort. Ça, c'est Charlie tout craché. Un joli témoignage chanté de l'âge qui fait perdre l'émerveillement, et c'est la seule fois du film que je ressens un début de tendresse qui s'instaure entre ces personnages. Parce que, je vous le dis clairement, à partir de là, les marmots serviront juste de tapisserie. Ils se contenteront de suivre le mouvement en faisant un petit waouh à chaque fois qu'ils découvriront un truc. Si c'était pas pour le cadet de la bande qu'on forcera à avoir une importance plus tard, Églantine aurait tout aussi bien pu faire ce voyage toute seule que l'intrigue se serait déroulée exactement pareil. Donc, pour moi, ça fait 2 persos inutiles de plus. Il se téléporte à Londres auprès du fameux professeur Brown, non pas celui-là, pour se rendre compte qu'il n'est pas si expert en magie que ça. Je ne suis qu'un tricheur, je ne suis qu'un imposteur, mais on m'admire, j'en suis fier. Merci. C'est un moment amusant du film qui présente bien la nature illusionniste de bas étage du personnage. En fait, je vous le dis comme je le pense, ça marche. Les échecs de ces tours sont assez marrants et les têtes que font les badauds en réaction me font vraiment craquer, comme ici. Par contre, gars, tu t'attendais à gagner quoi de ça? Le côté « Regardez-moi, je suis un tocard », j'ai un peu de mal à voir en quoi c'est censé générer du profit. Églantine est donc assez désappointée de voir la vérité derrière la légende et Brown est ébahi de voir la magie véritable. Mais voyons, il ne s'agit que de mots que j'ai trouvés dans un vieux bouquin. Mais ça marche parfaitement avec moi. Je me disais bien que cette couverture était louche. Ils en parlent à un manoir de riches déserté où ils crèchent en bons profiteurs. Où est ce livre, monsieur? J'ai besoin d'avoir la formule de substitutiari locomotion. Il
Ils mélangent langues anciennes et récentes dans leurs livres antiques. C'est quoi la substitutiary locomotion? Comment ça, c'est quoi? Y a que par toi qu'elle a pu apprendre ce truc, mec. Ce sont tes cours par correspondance qu'elle a suivis. La substitutiary locomotion est l'art antique et mythologique qui permet aux objets d'acquérir leur propre force vitale. Parce que je sais que ça pourrait contribuer à l'effort de guerre. Donner vie aux objets peut être déterminant. Pas bête. Tu sais ce qui pourrait marcher aussi? Que les soldats alliés aient la capacité de se téléporter où bon leur chante. Dommage qu'on n'ait pas un sort pour ça. Cette situation inspire Brown qui a une proposition à faire. Dans une chanson assez space en matière de développement, Églantine accepte d'envisager de jouer à l'assistante une fois qu'ils auront gagné la guerre. Un marché comme un autre, mais le livre s'arrête pile à la page qui contient la dite formule. Mais le reste du bouquin manque. Oh ben c'est pas de veine. Brown a déchiré le bouquin lors d'une altercation à son acquisition et on revient là où on l'a trouvé. Bon, la scène qui vient a eu droit à une énorme extension dans la version longue, la seule que j'ai de disponible. Donc je ne vais pas trop tenir rigueur au film de base, le fait que ce soit long et chiant. On passe 10 minutes à vagabonder dans ce marché où on nous fourre des numéros musicaux qui s'enchaînent n'importe comment. À un moment donné, on décide même de nous faire un défilé des stéréotypes. C'est limite s'ils nous foutraient pas aussi une caricature d'Allemands nazis qui ferait leur marche dans la foulée. Nos personnages ne trouvent rien, n'accomplissent rien, ils se contentent de bêtement assister à un numéro musical qui s'étend et s'étend et s'étend. On sent clairement que ça veut recapturer les sensations de garder le rythme, mais cette chanson-là n'était pas décousue et montée crescendo autour d'un même thème simple. Là, c'est la foire aux idées qu'on jette contre le mur, l'inutilité à l'état brut. Et je comprends pourquoi ça n'a pas été gardé comme ça dans le montage original. D'autant plus que nos personnages ne trouveront rien sur le marché, et ça sert juste à ce qu'on les remarque pour la scène d'après. Putain de merde, ce film ne devrait pas durer 2h10. Ils se font alors gentiment aborder en pleine ruelle par un sbire qui les conduit à celui qui possède l'autre moitié du livre. Pourquoi ce maudit lit? C'est un petit cadeau pour vous. C'est ce qu'il m'a dit. Oui, un lit à roulettes, un cadeau très courant. Fallait bien trouver une excuse pour que je sois là. Je suppose que nous cherchons tous les deux la même chose, n'est-ce pas? Toi aussi, tu veux battre les nazis en donnant vie à des objets? En fait, je pige même pas les motivations de ce type. Nous sommes tous les deux à la recherche du même enchantement. Il veut compléter la page du sort alors qu'il n'est même pas censé savoir ce que ça fait vu que c'est expliqué dans la moitié du bouquin qu'il n'a pas. Et pourquoi il veut ce sort? Pour le pouvoir, la richesse, assouvir un de ses fétiches? Ces paroles Sont gravées sur une étoile que portait de façon permanente le sorcier Astaroth. S'il y a une rencontre comme ça, je retire tout le mal que j'ai dit de ce film. C'est ce vieil Astaroth. Et voilà son étoile. Les choses étaient beaucoup moins cool dans les années 70. Astaroth élevait des animaux en cage et cherchait des formules magiques pour les rendre plus semblables aux hommes. Les animaux se rebellèrent contre ces expériences, ils tuèrent Astaroth et lui dérobèrent une grande partie de ses pouvoirs. Ils l'ont fait en mangeant ses restes et en jurant allégeance à Cthulhu. C'est pour ça que chaque mois, ils kidnappent une vierge pour les sacrifier par écartèlement. Enfin bon, les trucs typiques. Ça va les enfants? Je l'ai cherché sur toutes les cartes. L'île de Nabumbu n'existe pas. Oh si, elle existe! Qui est partant pour du grand foutage de gueule? Au manoir où ils ont tapé l'incruste, le petit a trouvé une BD qui traînait dans la bibliothèque et qui s'avère être une représentation du royaume des animaux qu'il recherche. De tous les bouquins présents, il fallait qu'il tombe sur celui-là. Et merde, comment ça s'est retrouvé là en fait? Le libraire dit que cette île est une légende et qu'on n'en a entendu parler qu'une seule fois. Alors, qui a pu dessiner ça? Comment ça s'est retrouvé dans ce manoir? Qui vivait dans ce manoir avant que Bron le squatte? C'est pas comme Mary Poppins où l'héroïne amène les frasques du moment à l'aide de ses pouvoirs vaguement définis. Là, vous avez un cadre concret, vous devez un petit peu expliquer comment votre histoire arrive à s'enchaîner. Ils se téléporteront donc à l'île de Nabumbu sous les yeux des deux brigands
qui ne réapparaîtront plus, c'est limite si le coup du livre déchiré ne servait à rien et qu'on aurait pu passer directement à ça sans perdre de temps sur ces deux-là. On tombe donc sur la portion dessin animé du film. Et ça me peine à le dire, mais punaise, c'est la pire partie. Déjà, ils débarquent sous la mer où ils peuvent respirer sans problème parce que ta mère... À nouveau, c'est pas la magie divine de Mary Poppins, ça se justifie pas comme ça. Ils rencontrent des poissons humanoïdes et font comme si tout était normal. Vous vendez des sandwichs auto? Qu'est-ce que ça représente comme découverte après tout? Oh, la Terre! Tout droit là-haut, vous ne pouvez pas la manquer. Et si j'étais à votre place, je me garderais d'y aller. Ils ont malheureusement de gros ennuis. Des ennuis? Oh, attendez de voir. Et tout d'un coup, Églantine et Brown se sentent de chanter un petit air doux à l'improviste. C'est une joie de danser. Quelle joie! Pourquoi? Parce que, en fait, la raison, c'est que les scénaristes étaient au pied du mur et se sont rendus compte qu'on n'avait pas développé une seule seconde la romance entre ces deux-là. Ce qui est problématique, parce qu'on veut qu'ils finissent ensemble. Donc, ils ont forcé cette chanson du couple à cet endroit, car sinon leur développement amoureux serait complètement bancal. Et quand je dis forcé, je le dis bien, parce qu'ils auraient dû directement atterrir sur l'île, là. Lee, conduis-nous dans l'île de Nabumbu. Il a pas dit « Conduis-nous sous l'océan juste à côté de l'île de Nabumbu !» Ce passage pue le forçage à plein nez et l'incrustation de la prise de vue réelle sur l'animation a pris un tel coup de vieux que même au niveau technique, je n'arrive pas à apprécier ça. Bref, ils se font attraper par un putain de crochet géant et tirés sur la plage où ils sont peu agréablement reçus. Le roi l'a interdit! Ici, pas de gens, par ordre du roi! Bande de spécistes! Il y a écrit ici que tout le monde a le droit de voir le roi. Et ça dit que c'est la loi. Là, dans mon bouquin. Ah oui, c'est vrai! Heureusement que j'ai ma BD magique qui me permet de sortir des résolutions de mes fesses. Et ça encore c'est rien, vous verrez. Le roi en question étant plutôt mal léché aujourd'hui. Fiche-moi le corps! Ce roi en question, ce serait pas ce type? Je t'adore, Richard Darbois, mais là tu te recycles un peu. Sa Majesté est le plus grand joueur de football de la planète. Oui... Par suite d'un incident technique indépendant de notre volonté, le match ne peut avoir lieu aujourd'hui. Et Sa Majesté y tenait beaucoup. Ça va être ça le conflit? Ok. Eh ben, autant pour les grands ennuis qu'il y a à la surface. Le souci, c'est qu'il leur manque un arbitre et Brown se porte volontaire. C'est sympa, mais j'aurais une petite question. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Les 8 prochaines minutes, on est pris en otage par un putain de cartoon sans queue ni tête qui a clairement été la base d'inspiration des Jeux Olympiques. Vous connaissez pas cette série? Vous ratez pas grand chose. Et durant laquelle des animaux joueront au foot n'importe comment. Alors, si c'était un court-métrage à voir comme ça, je le trouverais un peu rigolo. Mais en tant que morceau d'un tout qui se veut être cohésif dans sa narration, c'est de la perte de temps abyssale. Et à côté, on a notre pauvre Tomlinson qui doit faire passer qu'il s'en prend plein la gueule à partir d'une incrustation tout juste passable. Il devrait être mort, blablabla. Bla bla. Le match se finit pas trop tôt, Brown pique en douce le talisman au cou du roi. Ah oui, c'est vrai, ils étaient là pour ça. Et ils repartent. Tricunam et coidis, tricorum setisti. Laissez-la moi, les femmes perdent toujours tout. Merci pour ça. Mais alors qu'ils reviennent au bercail, ils ont une malheureuse surprise. Dans ma pochette, voilà. Le petit fourbe, il a attendu qu'on le sorte pour disparaître sous notre nez. Peu importe, Monsieur Brown. J'aurais dû me rendre compte que ce serait vraiment impossible de transporter un objet d'un monde dans un autre. Ça vous a pas empêché de le faire dans l'autre sens? Oh, si j'avais une bonne mémoire, ce serait si facile de me rappeler les mots écrits sur l'étoile. Je sais, moi, les mots par cœur. Arrête d'embêter Miss Price. Arrête d'essayer de nous aider et ferme-la! Je déconne pas, dans la demi-journée qui suit, on l'empêche de parler alors qu'il tient la solution. Et je pige pas pourquoi. Enfin, si, ça permet à nouveau de forcer le développement de la romance du film.
Parce qu'à cause de ça, nos persos font une pause et ça donne à Brown le temps de considérer sa relation avec Églantine dans un échange pas du tout subtil. Je me suis permis d'espérer que vous aviez développé des sentiments plus personnels. Oh, Et ça vous dirait de vous mêler de vos oignons? Enfin bon, le lendemain, le gamin a enfin le droit de partager ce qu'il sait. Comment sais-tu ça? Facile, ils sont là les mots dans mon bouquin. Tu veux dire qu'ils sont dans ton livre et que tu le savais? Depuis le début, tu pouvais juste leur montrer cette page. Tout ce voyage à la con n'a servi à que dalle, tous ces personnages inutiles et leur délire à 2 balles pouvaient se sauter comme ça. Ah bah merci Germaine. Tant que vous y êtes, vous auriez pas un sort pour me redonner tout le temps que j'ai perdu? Le sort marche autour d'une bonne petite chanson entraînante. Ce n'est pas locomotion, les substitutions, encore moins locomotion transitive, non la vraie, la seule formule suffira. Merci film, j'en avais besoin. Malheureusement, ça dégénère, les objets devenant incontrôlables. Et quand je dis objets, en fait, c'est quasiment que des vêtements. Je dois y voir une logique ou c'est totalement aléatoire. Et alors qu'Églantine est maussade, Brown détend l'atmosphère. une jongle que rarement sur la queue d'un chat. C'est pas si drôle que ça. Je vais commencer à me faire peur. Mais c'est là qu'on vient l'informer qu'on a trouvé un autre toit pour crécher les bambins qu'elle ne voulait pas au départ. Je croyais vous faire plaisir. Vous m'aviez dit que vous étiez trop occupé à l'heure actuelle pour garder ces 3 enfants. Figurez-vous que les circonstances ont changé depuis. Désolé, je ressens rien. On n'a eu aucune vraie scène forte de rapprochement sincère entre elle et les enfants, rien qui cimente une attache forte qui se serait forgée. Ce qui fait que l'émotion voulue à ce moment-là ne m'atteint pas véritablement. Mince, c'est un peu pareil avec le drame de la relation de couple. Brown sent qu'il n'est pas assez méritant pour être avec sa dulcinée, donc il décide de repartir dans son coin. Oui, les hommes adorent faire ça, et la seule raison valable, c'est qu'on a besoin de séparer le couple pour que le mec revienne voler au secours de la femme en danger. Au bout de 3 fois sur cette chaîne, ça commence à devenir un pattern. Parce que voilà, juste après, les Allemands débarquent pour une opération surprise, pile là où se trouve la maison d'Églantine. Mais quelles étaient les chances! Et la petite famille se fait donc prendre en otage. Faites-lui le coup du lapin. J'avoue que ce serait avec un grand plaisir. Colonel, que diriez-vous si on vous transformait séance tenante en un ravissant lapin blanc? Je vais faire peur aux autres qui risquent de m'exécuter sur le champ. C'est une idée de génie. Elle n'a pas le temps de se rappeler la formule qu'ils se font enfermer dans l'armurerie du château local, alors que Brown tombe sur 2 des soldats. Double kill. On n'a pas affaire à l'élite. Bon, à l'heure des charges, j'avoue qu'on parvient à donner un peu de personnalité à ces soldats le temps qu'on les voit et qu'on évite de tomber dans la caricature facile. Plutôt que d'aller prévenir les autorités du coin, Brown décide de s'enfermer avec ses amis. C'est vous! Vous auriez juré que je n'y arriverais pas tout seul. Je suis ravie de vous revoir. Plus en êtes-vous? Et en à peine 2-3 phrases, il convainc Églantine de faire son super sort pour bouter les nazis hors de nos terres. Oui, il y avait vraiment besoin de les séparer pour arriver à ça. Elle ramène ainsi toutes les armures à la vie pour combattre. Ich werde mir ein Bild der Lage machen. Einstellung und benimmt euch! En avant pour l'Angleterre et Saint-Georges! Essayez de tirer
tirer sur la sorcière, les gars. Bon, j'avoue que cet apogée est assez fun. Un peu trop enfantine sur les bords, mais plutôt créative et satisfaisante à voir dans ces diverses confrontations. Nos nazis finissent par sonner la retraite. Restez groupir! Le labo d'Églantine est détruit, ce qui ne l'empêche pas de reprendre les formules des bouquins, et Ellipse où Brown décide de quitter sa nouvelle famille momentanément pour rejoindre les forces et aider sa patrie. L'armée de terre recrute. Et sinon, ton idée d'utiliser tes sorts pour participer à l'effort de guerre, tu l'as complètement lâché, Églantine? Comme tu veux. Ça n'a pas été un visionnage très agréable. Ça se sent que ça veut recapturer l'ambiance de Mary Poppins, mais ça en reprend des ingrédients dans un contexte où ça fonctionne beaucoup moins. Les développements se font n'importe comment et ça regorge de pertes de temps irritantes à souhait. Quelques scènes et chansons bien faites ne suffisent clairement pas à compenser ça à mes yeux. En tout cas, bien content d'avoir achevé cette série de films à la Mary Poppins. La prochaine fois, on va achever une autre série. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Je marmonne, je gronde, j'exaspère tout le monde, mais on m'admire, j'en suis fier.